Je me suis installé à Ban Nam Kem en 1979. J'ai quitté ma province pour trouver une vie meilleure. À cette époque, Ban Nam Kem, c'était un village de pêcheurs. On vivait tous heureux ici. Avec la mer, on gagnait bien notre vie. Certains réparaient les filets de pêche, il y avait ceux qui partaient en mer pour attraper les poissons, et puis d'autres encore qui se chargeaient de vendre les paniers quand on rentrait. Elles refont parfois surface dans la mémoire de Vimon, des images de sa vie d'avant. Je me sentais vraiment bien à Ban Nam Kem. En 1994, je me suis marié. Et puis j'ai eu 3 filles. Ban Nam Kem avant la vague, avant que la mer ne se mette en colère. Il y a si longtemps, il y a 10 ans maintenant. Dans la tête de Vimon, ces images tournent encore en boucle. Sa femme et sa fille aînée qui s'avancent. Chaque jour, quand il rentre de la pêche, il sait qu'elles seront là à l'attendre sur cette plage où ils vivent, où ils travaillent. Sa femme a 33 ans et elle semble heureuse. Et puis soudain apparaît le visage de Sim, la petite dernière. Elle a 3 ans à l'époque. Vimon la revoit et il s'accroche à son image. Il tente de la retenir un instant encore. Ban Nam Kem, un petit village de pêcheurs semblable à des milliers d'autres. Tout cela, c'était avant que Vimon ne perde à jamais son sourire. Ces images tremblantes, ces documents amateurs, ce sont les gens de cette côte qui nous les ont confiés. Des moments rares révélés pour la première fois. Avec leurs images, ce film raconte l'histoire de ces habitants d'un petit morceau de côte thaïlandaise. 150 km de sable qui aurait dû rester pour toujours un paradis. 150 km qui se sont retrouvés au cœur de la tragédie, ravagés par la plus grosse vague de l'histoire. Loin des souvenirs rapportés par les touristes, c'est une histoire intime, vécue de l'intérieur que nous racontent les images de ces gens. Celle d'un matin de décembre 2004. Le 26 décembre, j'étais parti en mer très tôt le matin avec mon frère aîné. L'océan était calme, il n'y avait pas une vague, pas de vent. Tout était normal, une mer d'huile. Tout à coup, vers 9 h du matin, j'ai entendu quelque chose d'inhabituel et le bateau s'est mis à trembler. C'était comme un orage au loin. C'est alors que j'ai vu des poissons morts remonter tout autour du bateau. Et puis tout à coup, j'ai cru que je rêvais. Je n'avais jamais vu ça de toute ma vie. La vague est arrivée comme une montagne. L'une des plus grandes catastrophes naturelles de l'histoire est en marche. Mais ici, ce monstre d'eau n'est pas encore en vue. On est alors en pleine saison touristique. Des milliers de personnes digèrent encore les excès du réveillon de Noël.
Le Sofitel de Kaolack est à l'époque l'un des plus beaux hôtels de la côte. On y croise des couples en lune de miel, des familles venues passer ici les fêtes de fin d'année. Et puis bien sûr, tous les employés de l'hôtel. Ils viennent des villages alentours. Personne à cette heure n'imagine qu'une vague monumentale se rapproche à plus de 100 km/h. Mon nom est Sopon Dekla. Je suis le bagagiste de l'hôtel. Ce métier, c'est ce que j'ai toujours fait. Transporter les valises des touristes. Je peux rentrer? Oui, oui, entrez. Posez ça là, ce sera très bien. Merci à vous. Sopon a toujours poussé des trolley dans les grands hôtels de la côte. Pour un fils de pêcheur comme lui, c'est un emploi confortable. Il y a le salaire et puis les pourboires que lui laissent les clients. De quoi vivre correctement avec sa femme et leur petite fille. Le 26 décembre 2004, il démarre sa journée comme toujours à 6 h du matin. 3h30 plus tard, l'océan se met en colère. Ces images ne quitteront plus jamais son esprit. Je travaillais normalement. Tout à coup, un peu avant 10 h du matin, j'ai entendu les femmes de ménage. J'ai vu des touristes passer en courant, ils criaient tous « L'eau arrive, la vague !» Je me suis dit « Ce n'est pas possible, il fait tellement beau !» Je suis quand même monté jusqu'ici, et lorsque j'ai regardé, la vague avait déjà englouti les 2 bâtiments du restaurant là-bas. À certains endroits, la vague qui s'approche fait plus de 10 mètres de hauteur. Elle ne laisse aucune chance à tous ceux qu'elle croise. La vague est arrivée comme un mur, ou plutôt elle avançait comme un serpent géant. Quand elle a frappé le sol, elle a fait un bruit terrifiant et elle a arraché tous les bâtiments sur son passage. Je suis parti en courant et j'ai réussi à me hisser sur un mur, par là-bas, derrière l'hôtel. J'y suis resté un moment, mais l'eau déferlait. Le courant était de plus en plus fort et le mur a fini par s'effondrer. J'ai sauté à l'eau, j'ai réussi à m'agripper à une chaise en plastique qui passait par là. J'ai dérivé et puis j'ai eu de la chance de pouvoir m'accrocher à un arbre. Je ne l'ai plus lâché jusqu'à ce que l'eau redescende. Je n'oublierai jamais ces images. Ce jour-là, j'ai dû me battre de toutes mes forces pour survivre. Sofitel de Kaolack, il ne reste que des ruines. Parfois Sopon, aujourd'hui encore, a l'impression d'errer dans ses décombres, entre ces bâtiments à terre, ces arbres arrachés. Ce jour-là, en une demi-heure,
les vagues lui ont tout pris. Avec le tsunami, j'ai perdu ma femme, ce que j'aimais le plus au monde. Mais nous, les gens d'ici, on a aussi perdu notre travail, nos collègues, ce lieu qui nous était cher. C'est nous les premières victimes. La mer a lessivé les 200 km de rivage, toute la côte ouest de la Thaïlande. 500 villages comme celui de Sopon sont rayés de la carte. En tout, 3 vagues se succèdent ce 26 décembre. Sur la mer, Vimon n'a qu'une fraction de seconde pour réagir et il prend la bonne décision. La vague faisait au moins 10 mètres de haut. Quand je l'ai vue arriver, j'ai immédiatement placé mon bateau face à elle pour éviter qu'il ne soit retourné comme une crêpe au milieu de la mer. Si à ce moment-là, j'avais décidé de revenir au port, je ne serais plus vivant aujourd'hui. Des centaines de petits bateaux étaient sortis en mer ce jour-là. Moins d'une dizaine ont réussi à se sauver. Les autres ont tous été détruits par le tsunami. Ceux qui ont choisi de mettre le cap au large ont survécu, mais tous ceux qui ont essayé de regagner la rive ont été broyés par la vague. Quand la mer s'est calmée, je me suis accroché à la barre pour revenir vers la côte. J'ai immédiatement vu que tout était détruit. J'ai d'abord vu un matelas flotter, puis des gens qui dérivaient. J'en ai sauvé quelques-uns. Je réunissais mon courage, je dirigeais mon bateau vers eux, et puis je les tirais hors de l'eau. J'en ai sorti plus de 20. Après les avoir sauvés, je me suis senti très fier. Mais quand mon bateau est enfin arrivé sur la grève, j'ai couru jusqu'à ma maison. Et là, il n'y avait plus rien. Plus rien. De toute ma vie, je n'avais jamais vu autant de morts. Il y en avait partout. Je ne savais plus où aller. Chez moi, il n'y avait plus rien. Je ne savais plus où aller. Alors je suis resté là, seul au monde. J'ai fini par retrouver ma femme. Elle avait survécu. Alors elle m'a dit qu'une de nos filles avait disparu, la plus jeune, emportée par la vague. Je suis reparti et j'ai marché dans Ban Nam Kem. J'ai marché sans m'arrêter. J'ai mis 11 jours à retrouver le corps de ma fille. Ces images de désolation, elles ont lavé les autres souvenirs de Vimon. Ici, la vague s'est enfoncée de plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres. Elle a tout ravagé. En quelques minutes, elle a fait près de 10 000 morts sur les côtes thaïlandaises, 230 000 dans le monde. Comme Vimon, ils sont des milliers de survivants aérés, sonnés, KO debout dans les décombres. Leurs pas,
les mènent alors au petit hôpital de Takwapa, celui qui est resté debout. « 30 minutes après le tremblement de terre, la vague a frappé nos côtes. Et 30 minutes plus tard, des centaines de victimes ont commencé à arriver ici. Ce jour qui commence, c'est le grand destin du petit opérateur radio de l'hôpital qui va s'écrire. Il s'appelle Souti. 10 ans après, il est toujours là, il occupe le même bureau. Il n'a pas déserté son poste. Dans 5 ans, lorsqu'il prendra sa retraite, lorsqu'il raccrochera pour de bon son émetteur, il se rappellera qu'il a été un jour plus que tous les autres, la voix de l'hôpital de Takwapa. La voix qui, ce jour de décembre, rassure, conseille, guide des milliers de victimes. Celle qui organise leur secours, ce mince cordon qui les relie encore à la vie. Le 26 décembre, c'est moi qui ai reçu le tout premier appel sur la radio de l'hôpital. La police m'avertissait qu'un tsunami avait détruit une bonne partie de la côte. Il réclamait des ambulances pour transporter beaucoup de blessés. Aussitôt, j'ai prévenu les infirmières des urgences. Elles ne m'ont pas cru. Le ciel était bleu, le soleil brillait ce jour-là. Impossible d'imaginer une telle catastrophe. À partir de ce moment-là, je n'ai plus de mots pour décrire l'hôpital. D'un coup, les blessés ont commencé à arriver. Je n'avais jamais vu un tel chaos. Il y avait des blessés, des morts, et les familles des victimes qui couraient partout dans les couloirs. On devait même bloquer les gens pour éviter qu'ils sautent sur les ambulances. Ils essayaient de reconnaître les personnes dans les véhicules qui arrivaient. C'était terrible d'être obligé de chasser ces gens, de les repousser, parce que eux, ce qu'ils voulaient, c'était juste retrouver leurs proches, tous ceux qui avaient disparu. Sur le registre de l'hôpital, ce jour-là, les infirmières ont couché 986 noms. Une liste incomplète. À partir de midi, elles arrêtent d'enregistrer les nouveaux blessés. Ils sont trop nombreux. L'hôpital est pris d'assaut. Moi, j'étais dans l'équipe du matin. Toute la journée, j'ai pensé à aller voir mon père. J'étais sûr qu'il n'avait pas survécu parce qu'il habitait juste en face de la barrière de corail, sur la plage. Et j'avais entendu que la vague était rentrée jusqu'à 1 ou 2 kilomètres dans les terres. J'avais vraiment peur, mais je ne pouvais pas quitter l'hôpital parce que j'avais la responsabilité des communications avec le monde extérieur. Toutes les lignes de téléphone étaient coupées. Il n'y avait plus que le fil de ma radio. J'étais épuisé. Je ne pensais qu'à partir chercher mon père, mais c'était mon devoir de rester ici, devant ma radio. Je ne pouvais pas abandonner mon poste. Pas à ce moment-là. J'étais seul dans ma salle radio. Et puis on a commencé à amener des corps, à les poser derrière moi. Il n'y avait plus d'espace disponible ailleurs dans l'hôpital. Alors ils les ont posés juste là par terre. Moi j'étais coincé ici. Et dès le premier soir, je mangeais, je dormais avec tous ces corps. Je ne pouvais pas sortir, c'était terrible à vivre. Une semaine. Une éternité pour Souti. Il aura fallu tout ce temps pour qu'enfin il puisse quitter son poste de radio. Un soir, il se lance à la recherche de celui dont il n'a plus de nouvelles depuis la vague. Celui qui occupe depuis tout ce temps son esprit, son père. Quand j'ai pu quitter l'hôpital, quand je me suis enfin lancé à la recherche de mon père,
J'ai vu plus de morts que je n'en avais jamais vu de toute ma vie. Ces corps, on ne pouvait déjà plus les reconnaître parce qu'ils étaient noirs, gonflés. Ils commençaient à se décomposer. Dans tous les lieux où ils étaient regroupés, il y avait cette même odeur insupportable. Pourtant, chaque soir, après le travail, je poursuivais mes recherches. Je continuais à arpenter les moindres recoins de la ville, toujours pour retrouver mon père. Une fois les hôpitaux remplis, ce sont les temples qui sont transformés en morgues. Un soir dans celui-ci, Suti va enfin trouver une réponse à ces questions. Ce qu'il savait déjà, ce qu'il pressentait depuis le premier jour, est confirmé. C'est presque un apaisement pour lui. Il m'a fallu un mois pour retrouver mon père. Pour cela, il a fallu que je donne mon sang. Ils l'ont identifié grâce à des tests ADN. J'ai reconnu son pantalon et sa ceinture. Il y avait aussi la petite chaîne qui reliait ses clés à son pantalon. Ses affaires se trouvaient dans un petit sac à côté du corps. Sans ça, je ne l'aurais pas identifié. Ça faisait un mois déjà que son corps se décomposait. Dans ce temple, il y avait des corps partout. Les secouristes en ramenaient des nouveaux sans arrêt. Et accrochés aux cadavres, il y avait de petites étiquettes qui indiquaient le lieu où on les avait trouvés. Il y avait énormément de gens qui recherchaient la dépouille d'un proche. Cette cour était remplie de cadavres et de leurs familles qui venaient ici avec l'espoir de retrouver ce qui leur manquait. Suti se souvient de chaque image. Il était l'un d'entre eux, un parmi des dizaines de milliers. Chaque jour dans les temples où les postes de secours montaient à la hâte, les familles viennent déposer les photos de leurs disparus. Des clichés noirs et blancs, imprimés à la hâte. Dans toute la Thaïlande, il y a près de 10 000 disparus. Près de 3 000 corps ne seront jamais identifiés. Sur le terrain, les secours s'affairent jour et nuit. C'est une course contre la montre pour tenter encore de sauver des vies. L'aide arrive du monde entier, mais dans ces tas de ruines, les découvertes sont presque toujours macabres. Du chaos pourtant, surgit parfois un miracle. Ce miracle, il a 10 ans aujourd'hui. Ma fille est née en bonne santé, juste après que le tsunami nous ait tout pris. J'ai été très fière de ça. C'était comme un nouveau départ, la vie qui reprenait ses droits dans notre famille. Née dans les décombres, la petite s'appelle Chonlada. Aujourd'hui, elle ne se quitte plus, Chonlada et sa maman Odé. Dans leur petite échoppe au bord de la route, elles servent des soupes, des petits plats tout simples. Dès que l'école se termine, c'est là qu'accourt la gamine. Au village,
Et l'histoire de Chonlada, on en a presque fait une légende. Si sa maman a échappé au flot qui l'avait emportée, c'est grâce à l'enfant qu'elle portait. Ce miracle commence le jour de la vague. Il s'achève 5 jours plus tard, lorsqu'elle voit le jour. Le fait que sa maman ait survécu, qu'elle ait eu cet enfant juste après, c'est miraculeux. C'est sa fille qui l'a sauvée. Elle lui a donné la force de vivre. Le jour de la vague, il y avait 9 femmes enceintes dans le village. On a toutes été emportées par la vague, mais aucune autre n'a survécu. C'est pour ça que les gens pensent que ma fille est différente, qu'elle a sauvé la vie de sa mère. 9 femmes enceintes et aucune à part moi ne vit encore. Quand on est sorti de la clinique, on est revenu vivre au temple. Il y avait les moines qui vivaient ici, mais aussi beaucoup de villageois qui s'étaient réfugiés. Ils disaient tous, « Voici la fille du tsunami, venez voir, elle a sauvé sa mère, son père, elle a survécu. » Les gens dans le temple passaient ce message à tous. Quand elle est née, c'est vrai qu'elle était belle, bien ronde, et sa peau était toute claire. Son nom, ce sont les moines qui le lui ont donné. Ils ont dit, c'est le bon nom, parce qu'elle est l'enfant du tsunami. Chonlada signifie arriver par les eaux. Chonlada est l'enfant venu de l'eau. La nuit, dans ces campagnes, c'est le moment où ressurgissent les croyances populaires, où prennent racine les mythes et les légendes. Odé aurait donc mis au monde une enfant pas comme les autres. Une petite fille de l'âge de la vague, devenue une sorte de bon génie qui protège le village. Je me réveille tous les jours très tôt, vers 4 heures. Ensuite, je prépare à manger. Puis je pars vendre tout ça. C'est mon travail. À cette heure-là, la température est agréable. Il fait encore frais. Et puis il y a ma fille qui se lève avec moi pour m'aider. Je suis fière d'elle. Elle est petite, mais elle est courageuse. Les gens ici pensent que les proches qu'ils ont perdus dans le tsunami brutalement n'ont pas eu le temps de dire au revoir. Au contraire de vieilles personnes qui meurent de maladie et qui ont le temps de faire leurs adieux, ceux qui sont morts dans cette catastrophe n'ont pas pu dire au revoir. C'est pour cela qu'on pense qu'ils errent encore la nuit dans le village. Alors, les familles prient pour eux. Ils espèrent ainsi qu'ils pourront partir en paix et se réincarner. D'ailleurs, les gens ici pensent que les enfants nés après le tsunami sont des réincarnations de ces victimes de la vague. C'est ça nos croyances. Ce matin,
les villageois se retrouvent au temple pour honorer la mémoire d'un mort, un ami, parti trop tôt. Ce temple, c'est celui où ils s'étaient réfugiés après la vague. Pour les bouddhistes, les prières des moines sont indispensables pour libérer les âmes des morts, pour mettre fin à leur errance sur terre, pour les aider à rejoindre le paradis. Avec le tsunami, il y a eu trop de morts. Les moines n'ont pas eu le temps de s'occuper de chacun d'entre eux. Alors, pendant la nuit, on entendait des cris étranges, comme des plaintes. Les esprits des morts nous réveillaient dans notre sommeil, et quand on essayait de les voir, il n'y avait rien. Au village, on entendait tout le temps ce genre de plaintes. Je connais même une maison où le père et la mère sont morts. Eh bien, ils continuent à rôder autour. Les membres de leur famille ont pu les voir clairement. La silhouette des morts, le père, la mère et même les frères et sœurs. Après la catastrophe, les esprits sont devenus forts, très forts. Parce que lorsqu'ils sont nombreux, leur puissance devient incontrôlable. Alors, ils se manifestent. Les 3 premiers mois, après le tsunami, on pouvait voir les signes qu'ils nous envoyaient. Les esprits peuvent réaliser des choses surnaturelles lorsqu'ils sont très puissants. Petit à petit, heureusement, leur pouvoir a commencé à décliner. Lentement, les prières vont aider à traiter les traumatismes, à faire reculer les esprits ou simplement les peurs. Les croyances sont tellement ancrées que les autorités à Bangkok vont dépêcher ici des moines venus de tout le pays. Une sorte d'armée spirituelle chargée de reconstruire ces âmes en souffrance. Mais il a fallu aussi remettre des villages rasés sur pied. La famille de Chon Lada, comme toutes les autres, a retroussé ses manches. Le gouvernement a fourni les matériaux et eux la force de travail. 1 an seulement après la vague, leur nouvelle maison accueillait tout le monde. Chon Lada, sa maman, son papa, sa sœur aînée et son mari aussi. Un peu plus loin de la mer, mais un peu plus en sécurité. Le défi de la reconstruction était immense, mais la mobilisation l'a été tout autant. L'armée, les fonctionnaires, des volontaires, le pays tout entier s'est mis en marche. La Thaïlande a battu des records. Jamais dans l'histoire de l'humanité, un pays ne s'était reconstruit aussi vite. Ce grand élan de solidarité, il fallait le transformer en un vent d'optimisme. Ça a été le travail des médias. Parmi les journalistes qui couvrent l'événement, une jeune fille de 20 ans. Au moment de la catastrophe, Kwan vient tout juste d'être embauchée par la NBT, la 11 en Thaïlande. Elle travaille au bureau de Phuket, au cœur des dévastations. Le tsunami a été un sacré défi pour moi. Un défi professionnel, mais aussi dans ma vie privée. Ça secoue. Ça a été quasiment mes premiers reportages. Comme vous pouvez le voir, NBT est une petite station régionale. Ce n'est pas comme les grandes chaînes nationales ici. À Bangkok, par exemple, ils ont des maquilleurs. Et ici, on doit tout faire nous-mêmes. 10 ans après ses débuts, Kwan travaille toujours sur NBT. Mais elle présente désormais l'édition du matin. NBT,
c'est le réseau des stations régionales thaïlandaises. Ces informations locales sont suivies quotidiennement par des millions de personnes. On utilise cette caméra aussi, la 2 ? Alors il faudrait l'allumer. Et je n'ai pas de retour son. Vous pouvez m'arranger ça, s'il vous plaît ? Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal du matin. Bienvenue sur NBT. NBT, à cette époque, était l'une des chaînes qui a le plus travaillé pour aider les gens et leur donner des nouvelles de leurs proches. C'est la chaîne qui a servi aux habitants de la côte à passer des annonces, à contacter des familles, retrouver des gens, à faire le point sur les zones touchées. Ça a été le centre de toutes les communications à ce moment-là. Une télévision de proximité. Au début, les sujets qu'on tournait sur le tsunami portaient tous sur les destructions le long de la côte. C'était des images du drame qu'on ramenait. Des maisons détruites, des gens qui avaient perdu la vie. C'est ce qu'on filmait dans tous les endroits qu'on visitait. Ça, c'était ce qu'on diffusait juste après la vague. Des gens qui avaient perdu la vie, des gens qui avaient perdu des proches. Au bout de quelques semaines, Kwan comprend qu'il faut raconter d'autres histoires. Et c'est cette certitude qui la pousse à proposer une nouvelle émission. Life and Hope, Vie et Espoir, c'est le programme qu'on a créé pour montrer aux gens comment, après le tsunami, on peut continuer à vivre et à avancer. C'est pour cela qu'on lui a donné ce nom, Vie et Espoir. Ce sont ces images que Kwan voulait garder en tête. Tout ce qui s'est passé après la vague. Elle voulait s'impliquer, montrer comment un peuple se remet sur ses pieds. Des images simples, des scènes de vie qu'on n'imaginait plus possibles. Des magasins qui rouvrent, les femmes qui installent à nouveau leurs étals, et puis les bateaux des pêcheurs qui reprennent enfin la mer 6 mois après le drame. On voulait faire comprendre aux survivants qu'il leur fallait continuer à vivre malgré les pertes. On voulait leur montrer comment des gens reconstruisaient des zones dévastées, comment ceux qui avaient tout perdu faisaient pour continuer à avancer, à croire en l'avenir. Une émission m'a marquée plus que toutes les autres, ça a été celle sur les écoles. La réouverture d'une école, c'est un signe pour montrer que, quelle que soit l'ampleur du désastre, il faut se battre. C'est un message pour ces enfants qui ont traversé des épreuves très difficiles. C'est une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Il faut continuer à avancer dans la vie, quoi qu'il arrive. C'est une belle image qui m'a fait me sentir bien pour la première fois depuis très longtemps. Quand on a enfin reconstruit cette nouvelle école, quand on lui a trouvé un nom, ça a été un jour merveilleux pour tout le monde ici. Leur nouvelle école, la voici. Elle a ouvert ses portes presque 1 an jour pour jour après la vague. Ce matin, comme chaque matin, les 700 élèves sont réunis pour la cérémonie de levée du drapeau. Ils chantent aussi l'hymne national. C'est comme cela, dans toutes les écoles du pays. La petite femme à l'air sévère qui passe entre les rangs ne laisse rien passer. Elle a l'œil sur tout. Teacher Roy,
Professeur Roy, comme l'appellent affectueusement les enfants, est la doyenne des enseignants. 35 ans qu'elle dispense son savoir, avec autorité, mais aussi beaucoup de tendresse pour ses gamins. Les notes de ce devoir compteront pour l'examen final. Donc travaillez bien chez vous. Ça peut vraiment vous aider à remonter votre moyenne. Et rendez votre devoir à temps. Tout ce que je vous dis, tous les conseils que je vous donne, vous devez les écouter. Si vous n'écoutez pas, qu'est-ce qui va se passer? Le travail ne sera pas bon et les notes seront mauvaises. Le jour du tsunami, c'était un dimanche. Je me suis réveillée plus tôt que d'habitude. Des élèves devaient venir à la maison pour répéter le spectacle de fin d'année qui allait tous nous réunir. Quand je me suis réveillée ce matin-là, l'atmosphère était agréable. L'air était frais, le ciel bleu et dégagé. Rien d'anormal. Quand j'ai appris ce qui s'était passé, j'ai tout de suite pensé à mes élèves. Il y en avait beaucoup qui habitaient près de la mer. Je me suis demandé combien d'entre eux vont survivre. Et je suis tout de suite partie à leur recherche. J'ai fini par en trouver certains. Quand ils m'ont vu, ils se sont précipités dans mes bras. Ils ont fondu en larmes et ils m'ont dit « Professeur, toute ma maison a été engloutie par la vague. Même les fondations. Tout a disparu. » L'école, vous savez, c'est ce que j'ai de plus important dans ma vie. Elle était détruite et les enfants n'avaient plus d'endroit où étudier. Moi, je voulais qu'ils continuent à apprendre. Alors, le 3e jour, j'ai cherché tout le monde et je leur ai dit que je ferais la classe chez moi. Comme ça, ils n'ont jamais réellement cessé d'étudier. Ils sont presque fiers ce jour-là, en reprenant le chemin de l'école. Pour ces petits, c'est comme une nouvelle rentrée des classes. Dans les semaines qui suivent, ils seront 90 à étudier ainsi dans le garage de leur professeur Roy. D'être chez moi, ça les a aidés à oublier un peu le traumatisme. Au début, on faisait surtout du dessin. Je voulais qu'ils s'amusent, qu'ils évacuent cette tristesse qu'ils avaient en eux. La perte de leur maison, de leurs parents pour certains. J'avais 14 élèves qui étaient orphelins chez moi. Pour eux, étudier là faisait de moi comme une nouvelle maman. C'est comme ça que j'essayais de leur enseigner, comme une maman le ferait pour ses enfants. Étudier avec le même professeur qu'avant, ça leur a apporté une certaine stabilité. Ça les a aidés à se remettre. Ils se sentaient plus en sécurité. Et surtout, ils n'ont jamais manqué d'amour pendant toute cette période. Bonjour les filles. Ce sont des élèves qui ont été très durement touchés par le tsunami il y a 10 ans. À l'époque, ces 3 jeunes filles se sont cloîtrées dans le silence. Elles ne parlaient plus du tout et elles pleuraient beaucoup. Toutes les 3 venaient de perdre leurs parents.
Je me rappelle très bien de cette époque, ces moments chez le professeur Oi. Dans sa maison, je me suis sentie de mieux en mieux. Elle nous donnait de la chaleur, de l'amour, elle faisait attention à nous, elle vérifiait que rien ne nous manquait. On dirait presque une fillette comme les autres sur ces images, la petite Jantagan. Elle a 8 ans à l'époque et elle répond aux questions d'un journaliste, quelques semaines seulement après la vague. Aujourd'hui encore, le tsunami me poursuit comme un cauchemar. J'espère qu'un jour je parviendrai à m'en débarrasser, mais ça prend du temps. Qu'est-ce que c'est long. Je suis très fière d'elles. Malgré ce qu'elles ont vécu, elles ont réussi à se reconcentrer sur leurs études. C'est la preuve que tout peut redémarrer, qu'elles peuvent avoir de belles vies. Même après le tsunami, on peut reconstruire une nouvelle vie, on peut continuer à avancer. Quand j'étais encore avec mon père, je lui demandais toujours s'il m'emmènerait un jour à Bangkok. Et puis il y a eu le tsunami. Et bien finalement, j'ai fini par y aller à Bangkok. J'ai même visité des tas d'autres endroits. Et puis j'ai eu une bourse plus tard pour poursuivre mes études. Tout ce que je croyais impossible, j'ai pu le réaliser. Elles finiront par sécher les larmes de Jantagan. Le temps s'en chargera et elle retrouvera peut-être ce sourire innocent, celui des petits de la cour de récré, tous ceux qui sont nés après. Elle parviendra alors à balayer ses cauchemars, ceux qu'elle partage avec les milliers d'habitants de ces côtes de Thaïlande. Elle retrouvera cette mer qui berçait de tout temps leur existence et finira par oublier cette vague du 26 décembre 2004, celle qui a fait basculer un temps leur vie dans les ténèbres. Celle de Vimon, le pêcheur de Ban Nam Kem, qui essaie lui aussi de toutes ses forces d'oublier, de penser à autre chose. Celle de sa femme Deng aussi. Mais oui, je l'avais le bingo, c'est moi, je l'ai. 30, 21, 18, bingo. Encore un bingo. Personne ne joue pour gagner ici. C'est juste pour s'amuser. On perd, on gagne, l'essentiel c'est d'être ensemble. C'est notre plaisir de se retrouver comme ça. Vimon, il ne sait même pas jouer. Il n'aime pas vraiment ça en fait. Autour de cette table, tout le monde a perdu un être cher. Alors on peut s'asseoir ensemble,
on se comprend, on évacue notre tristesse. S'il fallait vivre seul, ça serait trop difficile. Je n'oublierai jamais. Je ne pourrai pas oublier. Cette catastrophe sera en moi jusqu'à mon dernier jour, mon dernier souffle. Chaque année, il y a cet anniversaire le 26 décembre. Et alors, tous les souvenirs refont surface. Les mêmes souvenirs. C'est comme un cercle vicieux. Il n'y a aucun moyen d'en sortir. Quelque part, sur ce petit bout de côte, ils se préparent pour une soirée pas comme les autres. Cette nuit-là, chaque année, ils sortent commémorer le drame. Ces ballons, c'est pour se souvenir de ceux qu'ils ont perdus. On dit qu'ils portent bonheur. Cette cérémonie, c'est pour l'esprit des morts. Nous, les Thaïlandais, on lâche ces ballons pour les morts, pour les aider à partir en paix, pour les aider à rejoindre leur paradis. Sopon est là aussi, le bagagiste de l'hôtel de Khao Lak. Il lui en a fallu du temps avant de remarcher sur cette plage. Il lui en a fallu du temps, mais il y est arrivé. Sa fille, sa nouvelle épouse, c'est comme une seconde chance qui s'offre à lui. Et puis il y a cette petite, celle que les hommes ont baptisée Chon Lada, la fille de l'eau. Une enfant d'après la vague, une preuve que l'on peut repartir de zéro, qu'on peut tout recommencer.